30 dossiers d'exit tax pour 12 bails l'année dernière. Jusqu'à quel point je suis prêt à me sacrifier dans ma vie pour réussir. Si on me pose cette question à moi, je dirais je suis prêt à tout faire pour réussir. Toutes les personnes qui se sont expatriées reviennent en France. Alors pas tous, hein. Non? Ceux qui ont échoué reviennent. On avait négocié avec la banque, on a réduit de 80% la dette qui restait. Parce que à un moment donné, une banque, elle préfère prendre 2 millions que 10 qu'elle n'aura pas. Bonjour à tous, donc j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Maître John Arditi, avocat d'affaires au barreau de Nice, c'est ça. Donc aujourd'hui on va parler de, on est en direct de Nice hein, justement, on va parler de reprise d'entreprise à la barre du tribunal, on va parler de reprise frauduleuse d'entreprises et de SCI, et on va parler bien entendu du monde des affaires. Donc bonjour Maître. Hakim, bonjour, ravi de vous rencontrer. Merci, je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Maître Arditi, j'exerce donc au sein du barreau de Nice. Mon cabinet est installé au boulevard du Bouchage en plein centre-ville. Et mon domaine de prédilection, c'est le droit des affaires, de manière assez générale. On embrasse toute la vie sociale de la société, tant en matière de contentieux que de corporate. Parfait. Et donc aujourd'hui, vous êtes un spécialiste, enfin vous avez déjà fait la reprise d'entreprise. De la procédure collective, de manière générale, absolument, oui. Voilà, procédure collective. On va parler d'un cas que je connais par cœur parce que j'étais en ligne pour reprendre Courtepaille. D'accord. Ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu, on va dire, un problème de dernière minute, mais on était dessus. Donc on a travaillé tout le dossier. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des belles affaires à faire si on a une belle stratégie derrière. D'accord. Il y a des choses sur lesquelles les personnes doivent faire attention, la reprise de l'actif passif, l'endettement, comment on gère. Quels conseils vous donnez dans ce cadre-là? Alors effectivement, ça peut être une opportunité qui se présente. Lorsque l'entreprise fait un état de cessation des paiements, c'est-à-dire qu'elle est en dette depuis plus de 45 jours, on a un redressement judiciaire en premier lieu qui est activé. Cette entreprise-là, on va considérer qu'il est possible de faire un plan de cession au sein duquel on va appréhender finalement donc, sa vente auprès d'acteurs qui vont se présenter et présentant donc une velléité d'achat. Dans cette perspective-là, il est bien entendu indispensable, c'est ce que vous avez fait j'imagine Hakim, c'est d'étudier, de faire un audit juridico-financier de la situation de la société et de voir finalement les perspectives de redressement que l'on peut apporter pour pouvoir la rendre pérenne au bout de quelques années avec le plan de redressement qui va être accordé sur 10 ans en lissant les dettes. Exactement. Donc moi j'ai connu ce cas de figure 2 fois. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais repris une papeterie, chose qui n'a rien à voir, et donc on avait demandé un plan de continuation sur 10 ans. Il y avait, à l'époque, c'était l'équivalent de 150 000 € de dette, plan de continuation. Et là, si on prend le sujet Courtepaille, qui était très intéressant, Courtepaille, c'était à peu près 1000 salariés, on reprenait l'entreprise avec 200 restaurants pour l'euro symbolique, rien du tout. On mettait la main à la poche parce qu'il fallait ramener 7-8 millions d'euros pour faire tourner la machine, parce que bien entendu, le juge ne donne pas l'accord si on n'a pas la trésorerie, c'est le cash de trésorerie pour pouvoir faire tourner l'entreprise durant les 2-3 mois à venir, le temps de payer les salariés, et derrière, toute une stratégie de relance. La stratégie de relance, elle est passée par plein de choses. On a écrit tout un écosystème. Une baisse des loyers, donc en négociation avec les bailleurs. Les bailleurs, c'est simple, on va leur dire, voilà, aujourd'hui, vous percevez presque plus les loyers. C'est en liquidation, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez vous retrouver avec, en plus, vous avez vu Courtepaille, c'est des bâtiments qui se ressemblent tous, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc c'était, on réduit les loyers par 2 et on remonte progressivement les loyers, avec une réduction finale de 20%. Deuxième chose, réduction du personnel. Au siège, le siège, il y avait trop de monde, d'accord, réduction, donc bien entendu, ça passe par une case licenciement, mais vaut mieux licencier, j'ai envie de dire, 20% des effectifs que 100%. C'est évident. Et puis avec l'apport, je me permets de vous interrompre, c'est qu'avec l'apport que vous allez introduire, l'idée en soi, c'est qu'on a une histoire du moins d'échelle sur les paiements qui doivent intervenir. Les créanciers super privilégiés, en l'occurrence les salariés, les créanciers chirographaires, et c'est tout l'intérêt. C'est effectivement faire perdurer une société dans laquelle il y a beaucoup d'employés, même si on en perd quelques-uns, autant la faire perdurer pour ceux qui sont restants. Pour ceux qui sont restants, exactement. Et pour ceux qui veulent se mettre dans ce type de business, reprendre des sociétés à la barre, il faut savoir que vous êtes en force, en capacité de force au niveau de la gestion. Nous, par exemple, on avait négocié avec la banque, on a réduit de 80% la dette qui restait. Parce qu'à un moment donné, une banque, elle préfère prendre 2 millions que 10 qu'elle n'aura pas. Donc il y avait ça, un peu de licenciement, derrière réduction des coûts avec les fournisseurs, et derrière il faut bien sûr une stratégie de relance et de reprise. Donc ça peut pas être la même chose. Si on refait la même chose que Courtepaille faisait avant, on retourne dans le mur même si on limite. D'accord. Donc c'est là où il y a le côté créatif de l'entrepreneur, et là c'est du vrai business d'entrepreneuriat, comment on relance. Et la stratégie qu'on allait faire, c'était un plat unique. Vous avez vu Courtepaille, il y avait plusieurs plats, nous c'était un plat unique, d'accord, frites maison, steak frites, quelque chose de très simpliste, et là on pouvait gagner 6 à 7 points de marge sur les achats, tout simplement, pour relancer. Très bon.
Donc voilà un peu ce qu'on va faire. Voilà, l'idée en soi, dans le cadre d'une procédure collective, c'est qu'on n'est pas dans le cadre d'un rachat habituel de société. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le mieux offrant, c'est le mieux offrant et le mieux disant pour faire Exactement. prospérer la société qui est en difficulté. C'est la raison pour laquelle, voilà, en mettant en œuvre tout ce que vous avez évoqué, il est évident qu'on peut avoir une acceptation du plan de cession. Exactement. Et donc on a eu cette problématique qui a fait que ça a été annulé à la dernière minute, mais face à nos concurrents, qui étaient les majors, on allait reprendre le groupe parce que ce qu'on proposait, c'était la reprise globale. On reprenait tous les restaurants et non 10 ou 20%. On reprenait également le maximum d'effectifs. Quand on reprend 80% de, je sais pas, il y avait 1500 salariés, c'est déjà énorme. Et on allait automatiser, grâce à l'IA, comme aujourd'hui, à chaque fois que je reprends des entreprises, je les blinde d'IA, grâce à l'IA, toutes les tâches répétitives du back-office pour réduire justement la masse salariale. C'est là-dessus qu'on travaillait. Très bien. Et ensuite, bien entendu, il y a les normes juridiques et légales. Il faut faire attention à l'actif passif, faire attention qu'il n'y ait pas des dettes cachées, etc. Il y a plein de choses. Tout à fait. L'idée en soi, c'est que dans le cadre d'une vente dans une vente de manière usuelle, on va gaper, on va mettre une gap, c'est-à-dire une garantie d'actif ou de passif. Là, dans le cadre d'une reprise d'une société qui est en liquidation, dans la mesure où on a déjà un administrateur judiciaire qui intervient, c'est vrai que ça sécurise tout de même l'opération qui va venir. Exactement. Est-ce que vous avez aujourd'hui beaucoup de clients, vous, dans votre activité, qui font que ça, que de la reprise d'entreprise à la barre du tribunal? Alors, c'était courant à l'époque de Bernard Tapie. Et on a connu peut-être le meilleur dans cette activité-là, c'était peut-être lui, même si on a vu que finalement, il n'y a aucune entreprise qui a prospéré à la suite de cela. Mais de manière isolée, il est évident que certains entrepreneurs ont dû reprendre des entreprises et les amener finalement à leur paroxysme et obtenir des résultats satisfaisants. Après, dans ma clientèle, j'ai pas une personne qui se consacre qu'à cela. Néanmoins, j'ai déjà eu des clients qui ont racheté des entreprises et qui, à l'heure actuelle, sont très satisfaits des résultats qu'ils obtiennent. Parce que c'est vrai qu'il y a tout. Moi, j'ai même vu dans ce cas de figure-là des personnes qui reprennent des sociétés en liquidation, mais avec une belle trésorerie. Parce qu'il y en a absolument avec des belles trésoreries et qui vident la trésorerie. Donc on est à la limite de l'escroquerie, mais ça s'est fait dans beaucoup de dossiers en France. C'est un métier aussi, oui. Voilà. Après, il faut savoir que dans ce domaine de reprise d'entreprise, il faut aussi préparer du cash. Les banques ne financent très peu les reprises d'entreprise en liquidation. Et en France, il n'y a plus ce qu'on appelle de fonds de retournement. Allez voir un fonds en France, il y en a en Angleterre, mais allez voir un fonds, dire voilà, il faut mettre 10 millions sur la table, la société elle perd 15 millions, 20 millions par an, mais on va la relancer, c'est très difficile. Donc il faut avoir, je dirais, des investisseurs ou avoir l'argent frais pour aller dans ce type de business. Oui, Hakim, je pense qu'en réalité, c'est une question de viabilité de l'acteur qui se présente. Si demain vous vous présentez, vous, avec le bagage que vous avez, et bien entendu, vous connaissez les banques, notamment en France, à l'appui de garanties et au soutien de garanties qui seront donc pas solidaires, je l'espère pas, mais du moins des garanties qui soient immobilières ou même à titre personnel, ils vous suivront. Néanmoins, une personne qui se présente du jour au lendemain comme cela, sans un business plan de reprise qui serait intéressant, malheureusement, elles ne suivront pas. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui veulent se spécialiser là-dedans? Parce qu'on parlait de Bernard Tapie, il y a toute une génération qui s'est identifiée à Bernard Tapie. Moi, le premier, pour moi, c'était un des meilleurs entrepreneurs de sa génération, même pourquoi pas, ou peut-être le meilleur. À quoi il faut faire attention? Alors la première chose que j'évoquerai, c'est que ce n'est pas la panacée universelle. Une entreprise qui est en difficulté n'est pas nécessairement une entreprise qui est à reprendre. Élément numéro 1. L'élément numéro 2, à mon sens, c'est de consacrer du temps de manière personnelle à l'étude de son dossier, comme on le fait dans chaque business que vous entreprenez. Et dernière chose, de savoir s'entourer des acteurs qui sont importants en pareille matière, à savoir notamment des experts comptables, commissaires aux comptes, avocats, ou bien entendu s'y consacrer et s'y dévouer totalement au détriment de sa vie personnelle. Parfait. Donc, si vous voulez plus de renseignements, on vous les donnera. Donc, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à poser vraiment les questions. Et Maître Arditi se fera un plaisir de répondre aux questions. Absolument. Il faut faire attention de ne pas trop mouiller, je dirais, votre nom personnel dans ce type d'affaires. De ne pas se retrouver en caution, etc. Qu'on reprend ce type d'affaires. Donc, avec la justice. Derrière, donc, on va parler un peu de tout aujourd'hui. On va parler de fiscalité française internationale. On va parler de reprise usurpée de société, qui est un drame actuellement en France. Il faut le savoir. Il y a un article des Échos, qui est un journal très sérieux, qui explique que plus de 100% en 2024, d'accord, de reprises frauduleuses de cabis, de parts de société en France, et ça passe à 300% en 2025, c'est du jamais vu. Alors comment j'ai découvert ça? Je me suis fait voler des parts sociales de SCI et de sociétés, d'accord. J'ai des amis entrepreneurs qui se sont fait voler également des parts sociales de SCI, mais de SCI importantes, qui détiennent des 100 millions d'euros de patrimoine immobilier.
D'accord. Donc on parle de personnes aguerries qui ont les alertes sur Infogreffe et compagnie. On s'est déplacé au greffe. Le greffe dit écoutez, on est débordé toutes les 2 minutes. Je parle du greffe de Paris. Toutes les 2 minutes, il y a une personne qui vient qui dit voilà, on m'a pris mon immeuble, etc. Alors nous, on s'est dit comment se fait-il que dans un pays qui soit la 6 ou 7e plus grande puissance mondiale, il y ait autant de papiers pour acheter un immeuble au niveau du notaire. Vous achetez un appartement, vous vous retrouvez avec des livres de documents, mais que quelqu'un derrière, avec juste une imitation de signature, puisse vous reprendre des parts. Qu'est-ce qu'il faut faire à ça, mec? Alors l'idée, dans une démarche un peu pédagogique, d'abord je prendrais, c'est que finalement c'est une personne qui a une manœuvre donc qui serait frauduleuse. Exactement. Et qui entend régulariser des actes tels que des procès-verbaux d'assemblée générale, ou encore des statuts dans un dessein de spolier la trésorerie ou éventuellement le patrimoine de la société. L'idée en soi, et vous évoquez la difficulté de l'escroquerie en matière de SCI, j'ai vu passer l'article également, c'est 2 marchands, pour l'anecdote, 2 marchands qui vendent les parts d'une SCI à un type qui veut faire un investissement. Ce type-là, finalement, régularise les actes, donc qui ne sont pas des actes pour acheter le bâti immobilier, j'entends, pour acheter les parts de la SCI. Et il s'avère qu'à la suite de cet achat donc des parts, ils ont imité sa signature, donc à cet acheteur initial, pour reprendre eux-mêmes les parts de leur propre SCI. Ils ont réitéré l'opération 40 ou 50 fois, mais la difficulté qui se pose en l'état, c'est quoi? C'est que lorsque ils vont vous racheter les parts en imitant votre signature, ils ont toute la liberté et le loisir de pouvoir vendre le bâti le temps pendant lequel ils ont racheté ces parts-là. Et vous vous retrouvez dépourvu de votre bien patrimoine immobilier ou bien immobilier. Voilà. Donc effectivement, maintenant, on a érigé les greffiers tout de même en contrôleurs. Ils doivent vérifier la cohérence des informations qui leur sont fournies. On sait que maintenant, ça transite aussi par l'INPI au préalable avant d'arriver au greffe du tribunal de commerce. Mais c'est une vérité. On rencontre des difficultés sur la falsification des actes. C'est la raison pour laquelle il faut prêter une grande attention. Et si d'aventure, on rencontre une difficulté de la sorte, il faut aller se rendre chez son avocat dans les plus brefs délais pour qu'une assignation en référé soit diligentée rapidement. Exactement, parce que vous savez, moi j'ai plein d'amis avocats, quand je leur ai expliqué, on parlait de ça, ils ont même dissous leur SCI pour reprendre leur patrimoine à titre privé. Parce qu'il faut savoir que le greffe aujourd'hui n'a pas vocation de contrôler, même si ils se prétendent contrôleurs. Les greffes sont tenus par des grandes familles qui sont là depuis X années, ils ne veulent pas forcément changer les choses. Et le drame dans tout ça, c'est que même quand dans les statuts vous mettez que toute cession doit être faite devant notaire, et ben le greffe enregistre quand même. Et ensuite, alors ça nous est arrivé, bon, il faut savoir aussi qu'il y a un laxisme judiciaire, donc les gens n'ont plus peur d'imiter des signatures ou autres. Il y a ensuite la procédure en référé, il y a la procédure en pénal, il y a la procédure donc au civil, et c'est très long. C'est exact. Le temps judiciaire n'est pas un temps normal. Voilà. Et il est loin de votre temps à vous, du temps des affaires. Exactement. Ça n'a rien à voir. C'est très long et vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri de mettre des années avant de récupérer votre bien. Absolument, ou de ne pas le récupérer. Ou de ne pas le récupérer. Ça peut arriver, absolument. Exactement. Moi, pour l'anecdote, j'ai eu un dossier comme celui-ci, où une femme qui était à la tête d'une société, qui était présidente de cette société-là, s'est fait, finalement, par l'intermédiaire d'un procès-verbal d'assemblée générale, qui s'est fait spolier sa place de présidente. Et finalement, elle pensait être encore gérante de la société en question, mais elle ne l'était plus. Donc on a dû diligenter, finalement, une procédure pour démontrer la falsification de signature, donc à la fois donc en matière pénale, comme vous l'avez justement dit, et également en matière commerciale sur l'aspect présidence. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On a gagné. Mais ça a mis des années. Ça a mis des années. Parce qu'en plus de cela, le temps que le pénal soit instruit, vous avez bien compris que le fondement du dossier, le cœur du dossier, était régi par le pénal, à la fois la falsification de signature. Donc on est tributaire de la décision pénale pour obtenir la décision en matière commerciale ou civile. Et le voleur, l'escroc, il a le temps de vider les comptes. C'est exact. Il a le temps de vider les comptes. Donc après, même quand on gagne les procédures... Et s'il est insolvable, vous avez bien compris la difficulté qu'on rencontre. Voilà. Quand il est insolvable, il ne se passe rien. Et comment se fait-il que, parce que c'est un vol, comment se fait-il que la justice ne fait rien? C'est-à-dire, un cambrioleur qui braque une banque, il va prendre 5, 6, 8 ans. Comment se fait-il que quelqu'un qui vole le patrimoine des Français, parce que moi j'estime que l'État doit protéger le patrimoine des Français. Je donne un exemple juste de comparatif. On est dans un pays où il y a le plus d'impôts au monde. Donc si on paye autant d'impôts, c'est pour être protégé. Si vous allez à Dubaï, il n'y a pas d'impôts, mais par contre, si vous faites voler les parts sociales de votre société, je peux vous assurer que la personne elle va être en prison dans les 24 heures. Comment on explique ça? Loin de moi l'idée de faire la politique, mais je vais vous dire, c'est qu'en réalité, vous remarquerez qu'en France, le financier, il est rarement condamné. Tous les délits financiers, on va rarement être emprisonné pour cela. À mon sens, la difficulté, elle réside surtout dans la manière de se faire indemniser. Parce que, je sais pas, je m'en remets à votre avis, mais vous préférez que la personne soit emprisonnée ou que la personne finalement arrive à vous rétablir dans votre bon droit en vous versant les sommes qu'ils vous ont volées. Nous, par exemple, ou les deux. Ou les deux. Nous, la personne, par exemple, qui m'a volé les parts,
elle a pris un magasin, elle a pris une société, elle a volé 1 600 000 euros. Bon, l'argent après il disparaît. L'argent disparaît, ces personnes-là deviennent insolvables. Donc je veux dire, Donc tant qu'à ne pas récupérer l'argent, autant qu'ils soient condamnés en matière pénale et qu'ils soient enfermés. pour moi, après c'est la logique, c'est ma logique à moi, peut-être que c'est pas la logique à tout le monde. Quand quelqu'un vole le patrimoine d'un Français, il mérite la prison. Absolument. Moi, je répondrai d'une manière différente. Je vous répondrai qu'en réalité, si cette personne-là conserve sa liberté, elle aura plus la possibilité de pouvoir rembourser finalement les sommes qu'elle a volées. Je vous dis pas que c'est le cas. Je vous dis que derrière les barreaux, c'est une évidence qu'elle aura plus de difficultés à pouvoir rembourser. Heureusement que je suis pas politicien parce que moi j'aime bien les barreaux. Ouais, J'estime qu'un vol c'est un vol ouais. et qu'il faut punir. En fait, j'estime qu'il faut punir. Et après, il y a des lois. Là où je vais vous demander votre avis, par exemple, on en parlait avec plein de monde. J'ai plein de personnes autour de moi qui investissent pour faire du Airbnb. Aujourd'hui, un squatter, il peut rester 3 ans dans un Airbnb. Comment on explique ces lois-là? C'est ça vraiment que les gens, ça intéresse tout le monde. On a une Comment démarche on en France qui est très protectrice du locataire. On a une démarche en France où on est très protecteur du salarié. On est les pays des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle il fait pas bon être un propriétaire ou il fait pas bon être un patron. C'est exact. mais en réalité, c'est des droits de l'homme injustes. Pourquoi? Vous pouvez demain être propriétaire endetté, plus pauvre qu'un squatter. Moi, j'ai vu des propriétaires qui n'ont... C'est la notion du droit au logement, en réalité. Ouais, voilà. La notion du droit au logement, elle est érigée au stade constitutionnel, et c'est la raison pour laquelle on considère que le locataire, qui serait par exemple sous le coup de la trêve hivernale, que vous connaissez, 31 octobre, 1er novembre, jusqu'à fin mars, eh ben, il a vocation à rester dans les lieux. Pour quelle raison? Parce qu'il se doit d'avoir un toit, il doit avoir sûrement une famille, donc on ne peut pas le déloger à ce moment-là. Donc imaginez la difficulté pour les avocats qui diligentent d'abord une assignation en expulsion, après avoir obtenu un commandement de payer visant la clause résolutoire, et avoir passé donc toutes les étapes qui s'imposent en pareille matière. Derrière, on est obligé de moduler avec le temps et ce time-lapse qui est très court pour arriver à sortir les personnes des lieux. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai vu le cas à Paris d'une personne que je connais qui s'est endettée pour acheter un bel appartement, qu'il a mis en location. Il s'est fait squatter cet appartement par quelqu'un, donc sur qui il a enquêté, sur un millionnaire. Vous avez aujourd'hui des millionnaires qui vont squatter parce que c'est devenu très facile. Alors, si c'était quelqu'un avec des enfants, qui n'a pas d'argent, qui est à la rue, etc. Bon, même là, je ne le comprendrais pas. Mais là, on a des fois des personnes qui profitent de ce système. Ah mais c'est exact. J'ai vu beaucoup de dossiers où en réalité les personnes se maintenaient dans les lieux et savaient parfaitement moduler avec le temps pour éviter d'être sortis des lieux parce qu'aujourd'hui dans la levée de la trêve hivernale. On a plein de monde qui savent plus où investir, qui veulent plus investir en France à cause de ça. Pour sortir quelqu'un d'un appartement, loyer impayé, ça met 3 ans. Et aujourd'hui, même les murs commerciaux. Et nous, on a des cas de figure sur des murs commerciaux, 24 mois, 36 mois, les gens sortent pas. On a même des cas de figure où le tribunal donc, a mis qu'il fallait sortir, donc il y a une expulsion, et où le préfet ne bouge pas. Ah bah absolument, parce que c'est le préfet effectivement qui diligente, vous avez raison là-dessus, c'est le préfet qui va donner la possibilité du concours de la force publique pour sortir les personnes des lieux. En plus, et c'était une information importante, c'est que à présent les beaux meublés, en réalité on avait souvent, on se dirigeait vers cela pour éviter les difficultés des baux de 3 ans, parce que c'était plus flexible, dirais-je, en matière d'expulsion. Maintenant les lois sont quasiment identiques, sont sensiblement identiques entre le meublé et le bail de 3 ans soumis à la loi de 89. Le seul investissement maintenant où on peut virer librement nos locataires, c'est sur un garage ou un parking. Mais permettez-moi de vous dire que c'est pas le genre d'investissement que j'affectionne. Parce que moi personnellement, maître, j'ai toujours trouvé ça très, très injuste. Pourquoi? Il y a des personnes qui triment, qui travaillent dur, qui n'ont pas des salaires énormes pour s'acheter un bien immobilier parce que ça va être leur gain de retraite, en plus de leur retraite, d'accord? Et qui se retrouvent avec un bien squatté. Et derrière, un financement à payer. Donc ces gens-là, en réalité, se retrouvent plus pauvres que le squatter. Alors je vous répondrai qu'en réalité, ils devraient solliciter ce qu'on appelle l'assurance de garantie des loyers impayés. Il faut s'armer au préalable. On sait que les lois sont faites de telle sorte. Par conséquent, moi je recommanderais de souscrire à une assurance des loyers impayés, une GLI. Ou à côté de cela, il y a aussi les garanties visales, vous savez, pour les étudiants, etc. Voilà, on le sait que la législation est faite d'une sorte où les locataires peuvent être maintenus dans les lieux et bon nombre, comme vous l'avez justement dit, s'y maintiennent. Par conséquent, en amont de la location, s'assurer d'avoir le paiement des loyers qui va tomber. Quel est aujourd'hui, quelqu'un qui nous regarde, qui est investisseur, quel est son avantage aujourd'hui à investir clairement en France? En sachant que, il est très dur d'expulser les locataires qui ne payent pas. Dans les murs commerciaux, alors celui qui se dit, alors je ne fais pas d'habitation, je fais des murs commerciaux. Il est très dur aujourd'hui également de sortir des personnes qui vont gagner justement à votre place les bénéfices de l'exploitation de ces commerces. Dans un pays également où la fiscalité est la plus lourde au monde, quel est l'avantage? Parce que finalement, quelqu'un qui va investir à Dubaï,
je parle en rendement locatif, hein, parce qu'aujourd'hui, moi, je vois en France, les personnes ne veulent plus investir en rendement locatif. Ils veulent faire de l'achat-revente. J'achète, je rénove, je revends, comme ça, j'ai pas de problème avec les locataires ou autres. Quel est leur avantage pour ceux qui veulent faire du rendement locatif par rapport, par exemple, à Dubaï, où il y a 10% de rendement, là où en France, le rendement moyen, il est à 6%, entre la province et Paris, et où il n'y a pas d'impôt, et où derrière, il n'y a pas ce risque de squat. Bah, je vous rejoins de deux choses l'une. En premier lieu, en matière de location commerciale, il y a une véritable perte de propriété. La propriété commerciale au profit donc du locataire. L'idée en soi, on l'a évoqué tout à l'heure dans le premier sujet de procédure collective, s'il y a une liquidation, bien entendu, le bailleur, ce ne sera pas le premier qui sera payé. Seconde chose, et je vous rejoins d'autant plus en matière de rentabilité. La rentabilité dans notre région, en matière locative, de baux d'habitation, on est autour de 5% brut, si tout se passe bien. Donc c'est pas quelque chose d'intéressant non plus. Pour vous répondre, et après ça reste mon avis bien entendu, au soutien et au fondement des cas d'espèces que je vois avec ma déformation professionnelle, c'est que le locatif n'est plus une fin en soi, et tout le monde se dirige effectivement plutôt vers du marchand, avec des opérations sèches d'achat-revente, ou encore une petite rénovation dans l'interstice. Exactement. Donc après, on se pose des questions, on se dit peut-être que politiquement, l'État se dit, il y a des personnes qui gagnent de l'argent en louant leurs biens, ces gens-là ne sont plus actifs pour la société, parce qu'ils ne créent pas d'emploi, donc c'est vraiment ce qu'on appelle des revenus passifs, donc on va essayer on va accorder ce squat, etc., pour appauvrir ces personnes-là, qui en fait de compte gagnent de l'argent à rien faire au bout d'un moment. Oui, parce qu'une fois qu'on a remboursé ces financements, que ce soit des murs commerciaux ou de l'habitation, on gagne de l'argent à rien faire. Et c'est là-dessus que l'investissement locatif, on le voit en France aujourd'hui, n'est plus du tout intéressant. Moi je donne des exemples, j'ai plusieurs immeubles à Paris, justement, avec des associés également qui font la même chose, tout le monde cherche à vendre. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une baisse du prix de l'immobilier, parce que tout le monde cherche à vendre en même temps, pour investir à l'étranger. Parce qu'ils disent, on est propriétaire, mais on n'est pas chez nous. Vous avez quand même deux choses qui sont dramatiques. C'est dramatique. Un, celui qui ne paye pas le loyer, il peut rester des années dedans. Deux, il suffit d'imiter votre signature pour prendre votre immeuble. C'est deux choses qui sont quand même très graves. C'est une atteinte à la propriété du français. Donc, qu'est-ce que vous conseillez là-dessus ? Moi, ce que je conseille, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Pour moi, le locatif, mais c'est un avis personnel, le locatif n'est plus la manière dont on doit appréhender les choses. Après, beaucoup de personnes considèrent effectivement que c'est le meilleur moyen de mettre ses billes à un endroit et que ça reste de l'immobilier, de la pierre, donc que c'est sécurisant. Mais ils sont peut-être pas aussi au fait que vous sur toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. J'ajouterai un dernier élément, c'est que certaines mairies ont à présent mis en place, vous savez, le permis de louer. Vous êtes contraint et forcé au préalable, en amont de la location que vous entendez réaliser, d'apporter un certain nombre d'éléments en matière de normes, électricité, vous savez, en matière énergétique, etc., pour obtenir cette possibilité de louer. Pour remplir toutes les cases, vous doutez bien que ça met encore une contrainte supplémentaire en termes de temps, mais notamment en termes financiers. Donc toujours aussi difficile de s'y retrouver. Exactement, non mais c'est très complexe. Nous on en parle beaucoup lors de live si vous voulez, on a un business club où on discute. D'ailleurs, vous deviez être à la conférence de Marrakech, mais la prochaine, j'espère que vous serez là à Genève. Avec grand plaisir. Ou en Côte d'Azur. Et en fait, on en parle beaucoup, et hors de question maintenant pour les membres du club ou autres, d'investir France et Espagne. Moi, si vous voulez, je travaille dans le monde entier. Et quand je vois Dubaï ou l'Asie, la Thaïlande, quand je vois les États-Unis, même l'Afrique du Nord, on n'a pas ces problèmes-là. Et aujourd'hui, il y a deux pays qui sont dramatiques, c'est la France et l'Espagne. Vous savez que même l'Espagne, il y a des sociétés qui font un carton, qui contrôle des résidences surveillées de maisons. Parce que quand vous faites squatter votre maison, alors il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour s'offrir leur résidence secondaire en Espagne, et ben c'est 10 ans pour sortir le squatteur. Ils ont mis en place d'ailleurs ce système de sécurité privée, c'est-à-dire qu'on peut solliciter des entreprises privées pour avoir à sortir les locataires, enfin du moins les squatteurs, qui se maintiendraient dans les lieux. Bon, sachez qu'en France, ça n'arrivera pas. Voilà. Ça n'arrivera pas. Non, en France aujourd'hui, il faut vraiment éviter l'immobilier. Moi, je vois plein de personnes autour de moi qui ont des beaux appartements qui louaient sur Airbnb, ils arrêtent carrément de louer, ils les laissent fermer, ou alors il les loue à des amis. Et je pense que quelqu'un qui veut d'ailleurs une idée entrepreneuriale, qui veut faire un Airbnb premium avec une vraie sélection des locataires, ça peut fonctionner. Une sélection, on regarde vraiment le passif du locataire, etc. Ou la sélection finalement par la qualité du bien aussi. Je pense, c'est une idée que j'aimais, si on s'adresse à une clientèle différente, je considère qu'on aura peut-être moins de risques. Des Airbnb sur la promenade des Anglais avec un certain coût, avec les Airbnb vous êtes assuré du paiement au préalable. Mais même une location sur la promenade des Anglais, vous aurez moins de difficultés qu'un bien finalement dans un quartier un peu moins prisé de Nice. On sait bien que les difficultés
difficultés en matière de loyer, elles surviennent souvent aux mêmes endroits et souvent dans les milieux un peu plus défavorisés. Exactement. Et après, il y a aujourd'hui, faites très attention, vraiment, je le dis à tous, parce que moi je suis là pour alerter, à l'usurpation d'identité. Nous, on est même en train de faire un fonds pour aider les personnes spoliées, parce que j'ai eu plein de messages, j'ai fait des podcasts là-dessus. Alors quand c'est des personnes jeunes qui connaissent le droit ou autre, ils se défendent. Ils mettent des alertes, ils prennent des avocats, ils se défendent. Mais j'ai eu des messages, franchement, j'en avais les larmes aux yeux, des dames en retraite, hein, qui ont 70 ans, qui se sont fait spolier des immeubles complets, des appartements avec une simple signature et qui m'ont contacté suite à un podcast et qui ne savaient pas quoi faire. Ils me disent, mais moi, j'ai pas les moyens forcément de payer l'avocat, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et parfois, le mal est fait, hein. C'est-à-dire qu'en réalité, on considère ça comme un viol. On s'est introduit, finalement, on a eu accès à des informations qui sont les nôtres, qui sont des informations personnelles et confidentielles. On a usurpé notre nom, on s'est fait spolier aussi. Donc, effectivement, c'est pas des événements qui laissent indemne. Et vous savez ce qui est arrivé à cette dame? Donc, la personne qui lui a volé les parts de la SCI a créé une autre société aux États-Unis, a fait une TUP entre les deux, donc transmission universelle de patrimoine, et après elle a revendu. Et c'est fini parce que celui qui achète après, il est considéré de bonne foi. L'acheteur qui rachète à l'escroc. Donc on rentre dans des complexités juridiques complexes. Il faut des avocats aux États-Unis, en France, enfin des choses que personne ne peut suivre. Tout à fait. Bon, en réalité, en France, sur ce mécanisme-là, quand on s'en aperçoit, bon, effectivement, je vous le confirme, c'est le cas. Ça arrive et ça arrive de plus en plus fréquemment. Néanmoins, notre système juridique est fait d'une telle sorte que il est souvent possible de remonter jusqu'à la personne qui a commis la malversation. L'idée, c'est de savoir si au moment où on le retrouve, au moment où il est condamné, est-ce qu'il est toujours en mesure de pouvoir rétribuer finalement la personne spoliée. Ils peuvent pas, parce que souvent celui qui rachète, qui est complice de l'escroc, eh ben, lui il récupère le bien, l'escroc après il est insolvable et c'est fini. Et donc le nouveau qui rachète, il jouit du bien et c'est fini. C'est fini pour celui qui s'est fait voler. C'est pour ça que moi je conseille, alors dans les statuts, on peut mettre, bien sûr que ça passe par notaire, c'est une sécurité en plus, mais quand le mal est fait, il est quand même fait, donc même si on revient sur la procédure 3 ans après, c'est trop tard. Il y a une solution pour se protéger, on en parlera à ceux qui veulent plus d'informations, donc on vous le dira, n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo. Et moi aujourd'hui, je vois la plupart des entrepreneurs que je connais qui achètent des biens en France, ils achètent via des sociétés étrangères. Ils veulent plus faire de SCI en France, ils achètent via une société luxembourgeoise, via une société suisse, directement le bien. D'accord? Pourquoi? Parce que achète le bâti. Il achète le bâti directement. Et là, c'est fini. Là, il peut là, il n'y a pas de difficulté. Mais il n'y a pas de difficulté. Voilà. Parce que l'idée en soi, ce que l'on évoquait tout à l'heure, c'est on vend donc les parts de la SCI et lorsqu'on l'a repris ses parts avec limitation de signature, derrière on revend les parts de la SCI à quelqu'un d'autre. Et là, donc évidemment, le bâti est toujours détenu par la SCI. S'il est détenu en nom propre, bien entendu, c'est différent. Mais s'il est détenu en nom propre, on connaît aussi les conséquences fiscales qui sont aussi tout aussi difficiles à accepter. Il y a les deux pièges. Mais quand vous achetez, moi je me suis toujours posé la question, pourquoi aujourd'hui en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, donc quand il y a une cession, ça se fait devant notaire ou avocat. Et pourquoi en France, ils ne l'ont pas sécurisé? Un, ça fait travailler les avocats et les notaires. Et deux, ça évite que les gens perdent leurs biens. Je ne sais pas pourquoi ça se fait sous seing privé. Seing privé, ça devrait être interdit. Ah ben, il est vrai que c'est le seul acte que l'on peut faire sous seing privé et même avec le concours d'un avocat, une cession de part de SCI, alors que l'autre acte, donc l'acte authentique, est obligatoirement réalisé par notaire. C'est-à-dire que la vente d'un bien immobilier, vous pouvez aller voir l'avocat éventuellement pour le compromis, c'est le cas. Néanmoins, l'acte authentique, l'acte définitif de cession, doit être entériné par un officier public et ministériel, donc le notaire. Pourquoi c'est pas fait? C'est une bonne question, Hakim. Mais non, mais c'est dingue. Je vais vous expliquer pourquoi mettre. La dernière fois, je suis passé dans un peu un quartier, je vois un jeune homme, il vient me voir, il me dit « Ouais, j'ai vu un podcast quand vous parlez des usurpations d'identité. » Il me dit « Moi, avant, je vendais du stup. Aujourd'hui, j'ai repris 20 millions d'euros d'immeubles. J'ai pris l'argent, je suis parti à Dubaï. » J'ai en fait compte, on permet à des personnes qui n'ont jamais travaillé, qui sont dans l'escroquerie, de récupérer le bien de Français qui ont travaillé dur toute leur vie. C'est ça qui me rend dingue. Et en fait, derrière, je vous pose une question à vous, avocat. Pourquoi quelqu'un qui vend du stup ou qui fait des braquages, il risque 7-8 ans de prison, et quelqu'un qui vole le patrimoine des gens ne risque rien? C'est ça qui me perturbe en fait. Moi j'espère surtout qu'à l'issue de cette vidéo, le législateur, ou du moins que ça puisse y contribuer, que le législateur s'empare de cette difficulté. Parce qu'il est vrai que maintenant on peut dilapider le patrimoine d'une personne, ou du moins s'en emparer, sans que derrière on soit recherché, ou du moins avec une condamnation qui soit faible. Voilà, parce qu'on doit vraiment protéger le patrimoine de tous les Français. Je suppose que si demain un Bernard Arnault ou un Xavier Niel se fait prendre son immeuble sur les Champs-Élysées, là ils vont intervenir. Mais les Français, il y en a 70 millions. Je pense pas que ce soit au cas par cas, c'est pas une question de... Évidemment la
force du réseau, c'est ça que vous évoquez, peut faire qu'on peut moduler avec des acteurs que l'on connaîtrait et qui peuvent faire avancer le cours du dossier. Néanmoins, juridiquement, ça restera les mêmes notions de droit pour aller retrouver ce patrimoine duquel on aura été défait. Donc un LVMH aujourd'hui peut se faire prendre les parts sociales de l'entreprise. Absolument. Voilà. Vous pouvez devenir patron d'LVMH si vous voulez. Et c'est très facile, ça prend 5 minutes. Et donc la dernière question, dans tous ces squats, ces usurpations d'identité, etc., est-ce que ça arrive, ça doit arriver de plus en plus, des personnes qui se font squatter leurs biens et qui n'ont que ça pour vivre? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se venger eux-mêmes, etc.? J'ai vu qu'il n'y a pas eu des assassinats, des problèmes? Alors, il est déjà arrivé que certaines personnes se fassent justice seules, en souhaitant déloger un squatteur. Mais l'idée en soi, c'est que maintenant, c'est la personne qui va déloger son propre squatteur qui va se retrouver en difficulté en ayant transgressé la loi pénale. Donc, il fait pas bon être propriétaire, c'est vrai. Il fait surtout bon de s'armer au préalable, comme je l'évoquais tout à l'heure, en amont d'un éventuel investissement locatif pour éviter une difficulté en matière de loyer. Et si une difficulté se présente sur les loyers impayés, surtout dans l'urgence, constater que les loyers sont impayés, y prêter une grande attention. Du moment que la possibilité s'érige de pouvoir solliciter un conseil pour introduire l'action en justice, il faut le faire, parce qu'il y a plusieurs étapes à respecter, vous le savez. Un commandement de payer qui vise la clausure résolutoire du bail pour les impayés, purger ce délai, après ce délai-là, d'avoir à saisir la justice, obtenir l'expulsion. Après l'expulsion, il faut encore solliciter le concours de la force publique pour arriver à sortir les personnes des lieux. Enfin, c'est un périple assez incroyable. Ouais, alors, je sais pas si c'est que moi qui pense comme ça ou tout le monde qui nous regarde, mais je trouve moi que le système qui doit être justice devient vraiment de l'injustice. En fait, je trouve que c'est illogique. Voilà, c'est mon point de vue. Je pense que tout est illogique parce que on a le droit à la propriété quand on l'achète. On l'a pas volé, hein, les gens l'ont pas volé, ils ont acheté leur bien. Se le faire squatter, se le faire spoiler, je trouve ça dramatique. Et je pense que le laxisme judiciaire doit s'arrêter à un moment donné parce que plus personne n'a peur de la justice en France, en tout cas. C'est exact. C'est exact. Il y a bon nombre de règles juridiques qui malheureusement sont trop laxistes à l'égard de la personne qui commettrait, donc qui serait en infraction avec la loi pénale ou autre encore. Et c'est la raison pour laquelle les avocats tâchent humblement de faire leur travail en mettant tout en œuvre pour défaire la personne de ses difficultés. On a l'impression que justice est faite seulement quand on s'adresse au patrimoine de l'État. Donc là, quand l'escroc il touche au patrimoine de l'État, à l'argent de l'État, justice est faite. Mais quand on touche au patrimoine des Français, il n'y a pas de justice. Alors que le premier rôle de l'État, c'est de protéger ses concitoyens, surtout vu l'imposition qui est payée dans le pays. Là j'ai vu, vous savez, le cas de figure. Vous avez vu Kiabi, la comptable qui a volé 100 millions d'euros? Absolument, oui. Vous savez que... Où en est-elle actuellement? Alors, il paraît... Elle a été recherchée, elle est partie, je crois, sur le territoire américain. Voilà, elle a été retrouvée. Mais vous voyez, ça aurait été une réussite éphémère. En revanche, le mal est fait. Le mal est fait, mais vous savez, quand on retrouve sur 100 millions, 20 millions, et que vous avez écopé d'1 an de prison ferme maximum. Ah ben je vous rejoins. C'est la raison pour laquelle je reviens sur le propos précédent. Prêtez une grande attention à ces comptes, dans la mesure où Kiabi a commis, pas une faute de gestion, dans la mesure où ils sont victimes, je l'entends. Néanmoins, une approche un peu plus, une appréhension un peu plus méticuleuse, dirais-je, ou rigoureuse des comptes, permet de voir lorsqu'une difficulté s'élève et de pouvoir réagir dans les plus brefs délais. Parce que moi, je trouve que c'est pas une réussite éphémère. Pour elle, c'est une réussite. En réalité, vous avez des personnes qui travaillent 40 ans de leur vie et à la fin, ils n'ont pas encore mis 1 million de côté. D'accord? Parce qu'ils travaillent et on est esclave d'un système toute une vie. Là, il y a quelqu'un qui va prendre 1 an de prison et qui met de côté 80 millions. Ça serait dans ce cas-là, Hakim, cautionner une escroquerie. C'est pas votre style. C'est pas cautionner. Je suis quelqu'un de très honnête, mais je trouve que derrière, la punition ne l'est pas. Ah oui, c'est pas à la mesure des agissements qui ont été commis. Exactement. Et notamment en matière financière, je vous rejoins parfaitement. C'est exact. Mais ça sera encore comme l'exemple que tout le monde cite. La condamnation pour une personne qui aurait commis un viol ou encore comme pour une personne qui a commis un trafic de stupéfiants. On voit bien qu'il y a une difficulté dans la manière dont la législation est faite. Il y a des changements qui doivent être faits. Le législateur doit s'emparer de certains sujets. Et j'espère que finalement, tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux, ou du moins toutes les conversations que l'on peut avoir encore lors de ce podcast, ça puisse éventuellement mettre l'idée en tête aux législateurs que certaines choses sont à revoir. On ne connaît pas les comptes de Kiabi, mais quand quelqu'un comme ça vole autant d'argent, elle peut mettre une société en péril, elle peut mettre plusieurs personnes au chômage, elle vole l'argent qui ne lui appartient pas. Il y a plein de pays dans le monde où ça c'est 20 ans de prison ou la peine à perpétuité. Hein.
Absolument. Après, moi, je cautionne pas non plus le fait de pouvoir condamner une personne à hauteur de 20 ans pour un délit financier, de l'astreindre à devoir rembourser les sommes pour lesquelles, enfin, les sommes qu'elle a engrangées grâce aux malversations, oui. Néanmoins, je considère que elle peut même entacher finalement l'image d'une société. On voit bien qu'il y a eu une difficulté, on a eu un élément noir, un point noir dans la boîte, qui a pu commettre ces malversations et qui pour le moment reste impuni jusqu'au moment où le juge d'instruction va faire son travail. Et lorsque la décision sera rendue, j'espère qu'elle sera rendue à juste proportion. Elle est impeccable, en tout cas, chacun son avis. Est-ce que quelqu'un qui vole le patrimoine d'un Français mérite-t-il la prison ou pas? Moi, je suis vraiment dur là-dessus parce que je déteste l'injustice et le vol, mais bon, on a chacun. Je déteste l'injustice aussi, hein, c'est un peu le cœur de mon métier. C'est le cœur de votre métier. On va parler aujourd'hui fiscalité maintenant. Alors, la fiscalité, on avait le sujet d'exit tax. Il y a plein de personnes qui me posent des questions là-dessus. Alors, question toute bête que je vous pose. Comment quelqu'un, comme les plus grosses fortunes françaises, la plus grande fortune française allait quitter la France pour la Belgique, comment ils appréhendent ce sujet d'exit tax? Alors, pour les personnes donc, finalement, qui ont un patrimoine important, du moins une société, si l'idée en soi, c'est que la personne qui est fiscalisée, donc, qui est fiscalisée en France, tant sur son activité commerciale que à titre personnel, va faire le choix donc de quitter le territoire pour trouver un territoire qui lui permettra d'avoir une fiscalité qui sera amoindrie. L'idée qu'elle doit garder en tête en premier lieu, c'est que la France, et c'est d'ailleurs un président américain qui avait évoqué cette idée, c'est nous sommes des petits joueurs à côté de l'administration fiscale française. Parce que c'est un rouage, et parfois certaines personnes disent mais ça fait 10 ans que c'est passé, donc on n'aura pas de difficulté, on ne s'est pas fait attraper. Non, c'est une mécanique qui fait que ça arrivera un jour ou l'autre, et lorsque vous êtes pris dans ce rouage, en tout état de cause, vous serez condamné ou condamnable. Maintenant, lorsqu'on appréhende donc cette sortie en matière de fiscalité, c'est-à-dire que de quitter le territoire, il y a deux choses à prévoir. On a une société donc qui est régie sous la loi française, on a sûrement une activité économique qui est exercée en France, et nous on décide de quitter le pays. Premier élément, on va devoir donc régulariser donc une exit tax. Vous allez solliciter votre conseil pour ce faire, qui va tâcher humblement d'étudier vos bilans, votre situation personnelle, professionnelle, et de démontrer à l'administration que vous quittez le pays, pas pour frauder fiscalement, mais pour optimiser fiscalement, on peut le dire, bien entendu. Mais la frontière est mince, il faut le savoir tout de même. À ce moment-là, le fisc français, qui est loin d'être les plus mauvais, comme je l'ai évoqué, il va vous demander une garantie. C'est-à-dire que lorsque vous allez régulariser l'exit tax, on va vous dire, voilà, vous avez dégagé tel chiffre d'affaires, il y a des plus-values latentes, on va considérer, nous, fisc français, que dans cette sortie-là, il est probable qu'il y ait des plus-values que vous ayez réalisées, ou du moins des déclarations qui n'auraient pas été faites, ou encore que votre activité économique en France, le centre de vos activités, même si vous partez, se réalisera en France tout de même. Par conséquent, on va vous demander de garantir un bien immobilier, de dentir vos parts de société, afin de pouvoir asseoir afin de pouvoir asseoir notre fiscalité à venir si une telle difficulté se présentait. Alors j'ai appris quelque chose de dingue. Je me suis toujours posé la question comment les milliardaires partaient. D'accord. Comment ils faisaient pour l'exit tax? Parce que quelqu'un qui part avec un patrimoine de 10 milliards va payer 3 milliards. En liquidité, déjà, souvent, ils les ont pas, et c'est énorme. Bah, en fait, compte, il y a une réforme qui est passée en 2017 ou 2018, où quand vous êtes minoritaire dans une entreprise, d'accord, vous n'avez pas la majorité, d'accord, il n'y a pas de sujet d'exit tax. Ou alors ça se fait, mais différemment. Absolument, c'est au-dessus de 50% des parts qu'on envisage l'exit tax, c'est différent. En tout état de cause, la personne qui a 10 milliards en France, les 10 milliards, je pars du principe qu'ils sont déjà fiscalisés. Bien sûr. Par conséquent, l'État français va simplement s'offusquer du fait que vous allez prendre ce patrimoine et l'amener dans un autre pays. Mais à proprement parler, elle est déjà fiscalisée. Ce qu'on se demande maintenant, c'est cette société française qui a vocation à perdurer dans le temps et qui va engranger de nouveaux bénéfices, du moins chiffre d'affaires et bénéfices. De quelle manière on va appréhender les choses? Notre contribuable est sorti, ou du moins est sortant, et maintenant, sa société qui est en France et qui a de l'activité économique en France, on va la fiscaliser ou on ne va pas la fiscaliser? C'est la raison pour laquelle il fait pas bon être minoritaire non plus, parce que c'est pas une solution de se dire bah, je vais être uniquement minoritaire dans une société. Voilà. Bon, il y en a qui prennent la minorité le temps de quitter le pays, je dirais, pour éviter un peu l'exit tax, et ils reprennent la majorité indirectement
ensuite avec des montages d'holding qu'on connaît, il y a ce qu'on appelle les cascades d'holding. Après l'optimisation fiscale, il y a des structures, il y a une possibilité, des possibilités et un panel de possibilités qui est très important. Les avocats spécialisés en pareille matière, ils savent y répondre et bien entendu c'est leur responsabilité ils s'engagent au titre de leur propre responsabilité lorsqu'ils réalisent les actes. Si un avocat vous conseille mal à ce titre-là, vous pouvez très clairement engager sa responsabilité. Donc il va vous conseiller au mieux de vos intérêts sans que l'État français non plus il considère ça comme une fraude. La question qu'on a souvent, qu'est-ce que vous en pensez? On a beaucoup d'entrepreneurs français qui veulent plus investir en France et qui remontent l'argent à la holding ou directement avec leur société française, veulent investir par exemple dans d'autres pays comme Dubaï ou autre. Est-ce que c'est bien vu par l'administration ou mal vu? Parce qu'on le sait très bien, on est dans le pays où il y a le plus d'impôts au monde et on est dans le pays où l'institution qui fonctionne le mieux est l'institution fiscale en réalité, hein, c'est l'administration fiscale. Les autres, ça va un peu moins bien. Comment est-ce que c'est risqué ou pas? C'est-à-dire comment investir à l'étranger? On a des entrepreneurs qui ont 1 million, 2 millions d'euros de trésorerie dans leur entreprise et ils veulent investir la totalité à l'étranger. La difficulté qui se pose, c'est que s'ils l'ont comme trésorerie, en tout état de cause, ils seront imposés au titre de l'impôt sur les sociétés. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, l'argent sera donc déjà fiscalisé par l'État français. L'idée en soi, c'est qu'après avoir été fiscalisé par l'État français, on va investir à l'étranger. Exactement. Voilà, donc on le fait pas. La société directe, ils sont même pas obligés de remonter les fonds à la holding s'ils veulent. La société. Ils sont pas contraints et forcés de le faire, non. Mais la plupart. Mais attention, il faut voir si c'est pas un abus de bien social. Si la société qui va injecter donc ses fonds dans un bien à l'étranger ou je ne sais pas quelle opération vous envisagez, il faut voir si c'est pas contraire à l'intérêt social de la boîte qui va investir. Donc, il vaut mieux remonter à la holding. Il y a le régime Murphy et cette holding, elle investit. Mais même quand la holding française investit, c'est pour ça que vous avez énormément d'entrepreneurs qui transfèrent leur holding française à l'étranger, parce que même quand la holding française investit, ça dérange le fisc. Qui se retrouve tout de suite après, ça clignote rouge, contrôle fiscal tout de suite après. Ça, j'ai eu plein de cas de figure. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué l'optimisation et la fraude fiscale. La frontière est extrêmement mince. C'est pour ça, comme une nouvelle fois, il faut être accompagné des bons acteurs pour pouvoir réaliser cela. La France, finalement, et d'ailleurs c'est un article que j'ai vu paraître assez récemment, se sert de l'intelligence artificielle également bien sûr. Pour maintenant aller rechercher les contribuables qui entendraient frauder le fisc. Donc il faut prêter une grande attention à cela. Voilà. Ils sont très bons, ils remonteront toujours. Ah non, mais ils sont très bons. Tout le monde est mis sur écoute. Hein. Moi je l'ai vu. Hein. Les gens sont mis sur écoute des fois. Hein. Je dis franchement, la brigade financière, pour ceux qui nous regardent, est beaucoup plus compétente que la brigade des stupes parce qu'il y a beaucoup plus d'argent en jeu. Hein, et on parle de vraies sommes d'argent dans le business. Et j'ai eu le cas de figure, il y a des mises sur écoute, il y a des filatures, il y a tout ce qu'il faut. Ils savent votre vie quand ils veulent connaître votre vie. Alors autant la justice n'arrive pas à, on va dire, sécuriser des parts sociales d'entreprise. Par contre, pour aller chercher de l'argent, on va le chercher de n'importe où dans le monde. Hein. Ah oui, vous parlez de la brigade financière, j'ai traité beaucoup de dossiers avec eux, et notamment une société de BTP, un dirigeant de société qui avait acheté, vous savez, le dernier Lamborghini, le SUV, sur la société. Il n'avait pas compris qu'on ne pouvait pas le faire par l'intermédiaire de cette société. Et la brigade financière, je me suis dépêché auprès d'eux, ils font très bien leur travail. En plus de cela, ils vous laissent très peu de latitude dans votre qualité d'avocat pour intervenir. Donc c'est assez périlleux parce que vous jonglez entre cet affront avec la brigade financière, toute cette notion de fiscalité, l'administration fiscale qui met pression derrière. Donc voilà, il faut savoir se faire conseiller en amont des opérations qu'on réalise et éviter d'acheter des Lamborghini ou Urus sur le compte des sociétés. Bien sûr, faites attention aux intérêts économiques. Parce qu'en fait, on a plein d'entrepreneurs, maîtres, qui gagnent un peu d'argent, même beaucoup, qui ont des belles boîtes, qui font 5 millions, 6, 7, 10 millions de chiffre d'affaires, et qui disent, je peux pas me faire plaisir. Sur la boîte, limite, je dois notifier chaque frais de déplacement, je peux pas acheter de belles voitures. Quand je paye tous les impôts, sur mon résultat, si je fais 600, 700 000, 1 million, 2 millions à la fin de l'année, mais il ne reste pas grand-chose. Et ils attendent tous la même chose. Espérer vendre leur entreprise pour pouvoir jouir de leur travail. La réalité, elle est là. Et donc, il y en a plein qui essayent de trouver des failles. Alors, chacun à sa façon. Il y a des petits commerçants qui vont pas tout déclarer, il y en a qui vont décaisser. Moi, j'ai vu des commerçants avoir plusieurs machines à carte bleue dans les restaurants et ça part un peu à travers le monde. Enfin, chacun essaye de magouiller à sa façon pour essayer de gagner un peu plus d'argent que ce que le système lui laisse. Et là où vous ne devez pas tricher, il y a les intérêts économiques d'entreprise. Si vous êtes résident dans un pays, il faut y résider pour de vrai. Parce que l'État vous met sur écoute.
pour voir si vous êtes plus de 6 mois en France ou à l'étranger. Donc il faut y aller pour de vrai. C'est ça que les gens ne comprennent pas et c'est pour ça qu'ils se font retoquer. Alors d'abord, l'idée, c'est qu'on a connu en France, en matière de. Avec votre expert comptable, vous voyez bien que même votre expert comptable fait blocus parfois. Je veux faire passer ce restaurant, enfin, du moins, ou ces frais-là, et il s'oppose. Après, vous avez le final cut, hein, la décision finale vous appartient. Mais voilà, l'expert comptable vous dira, et je vous donne pas raison de le faire. À l'époque, on avait les frais de représentation. Je ne sais pas si vous en rappelez. On pouvait faire passer les costumes, on pouvait faire passer même la dentition en frais de représentation. Vous savez, pour le commercial, ce que je considère être vrai. C'est vrai que l'approche commerciale implique d'avoir une certaine forme, en plus du fond, bien entendu, et on pouvait faire passer tout cela. L'idée, c'est que maintenant, on peut faire passer de moins en moins de choses. Vous savez que sur les tickets, il faut montrer quelles personnes avec lesquelles vous avez déjeuné, etc. Ça nuit à la confidentialité des affaires également. Voilà, donc ça implique pas mal de sujets. Lorsque vous évoquez l'entrepreneur qui lui va pas tout déclarer pour avoir un petit pécule de côté, donc du cash. Néanmoins, à la revente, malheureusement, sa perspective de revente sera amoindrie parce qu'il n'aura pas tout déclaré, donc ça se valorisera à moindre échelle. Vous voyez, donc à chaque fois, on s'y retrouve que peu. Il y a certaines voies de droit qui sont possibles. Le Code général des impôts permet, par exemple, d'être exonéré d'impôts si on prend la retraite lors de la vente du fonds. Voilà, il y a certains mécanismes qui sont possibles, mais bien entendu, lorsqu'on voit une société qu'on a moins de 5 ans d'existence, en général, on se fait assassiner, permettez-moi le terme. C'est très complexe et souvent, vous savez, le jeune entrepreneur, il est content de créer sa société au départ, il a ses statuts, il s'aperçoit de la vérité du système. Après, il y a deux façons de gagner de l'argent. Après, il y a plein de modèles. Moi, je vois des personnes, vous savez, qui créent leur SAS pour facturer leur société en dessous avec la management fees. Mais à chaque fois, l'administration peut retoquer. Ceux qui, parce qu'il y en a qui nous regardent, qui veulent devenir millionnaires, voire multimillionnaires, on gagne vraiment de l'argent quand on vend son entreprise et quand on réside à l'étranger au moment de la vente de l'entreprise. D'accord ? Sinon, vous êtes obligé de réinvestir avec la holding dans l'économie française les fruits de la vente de votre entreprise, ou alors il faut payer la flat tax, on paye plein pot et on part avec ce qui nous reste en cash, mais c'est très difficile. En tout cas, la chose qui est réelle, et la plupart des entrepreneurs qui sont partis à l'étranger le voient, quand on goûte au business, à la simplicité, Hong Kong, Dubaï, Singapour, c'est vrai que on se rend compte qu'en France, ou en Espagne aussi, hein, mais c'est vraiment beaucoup de travail pour des centimes. Alors, l'idée en soi, je pense que, et pour avoir regardé vos vidéos, je vous rejoins parfaitement sur cet avis-là, c'est qu'en France, il est encore possible de faire de l'argent. Je parle d'activité. Oui. Finalement, les possibilités sont énormes. Néanmoins, en termes de fiscalité, il est vrai que c'est toujours très difficile. Le régime est dur, même si encore récemment, ils ont baissé l'impôt sur les sociétés, même si on sait qu'avec la SAS, on a le système de la flat tax en fin d'année, mais comment se paye-t-on jusqu'à la flat tax, ou du moins au moment des dividendes? On a toujours une difficulté à ce niveau-là. Je ne recommande pas pour autant de quitter la France. Je considère en tout état de cause qu'il faut absolument avoir un fiscaliste à ses côtés pour une raison simple. C'est le fait d'optimiser à maxima finalement les dépenses qui sont faites dans la boîte, les investissements qui sont réalisés également afin d'en tirer la quintessence de son business. Moi, je dis souvent en France, pour vivre comme un millionnaire, il faut être milliardaire. C'est exact. D'accord, la problématique, elle est là. Et ensuite, tout ce que peuvent espérer les gens, c'est souvent, vous avez des entrepreneurs qui ont des boîtes qui font 20 millions de chiffre d'affaires, mais qui n'ont pas d'argent à titre perso. Ah bah oui, absolument. À titre perso, ils ont 100 000 euros, 150 000, ils galèrent en permanence, ils ne distribuent pas parce que sinon ils payent, ils distribuent un peu. C'est très difficile. Mais en tout cas, moi, je l'ai fait. J'ai eu 92 entreprises en France. J'ai des entreprises à Dubaï. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que quelqu'un qui fait 1 million de chiffre d'affaires, parfois à Dubaï, vit mieux que quelqu'un qui fait 100 millions en France. Je veux bien l'entendre. C'est dingue, mais sur 1 million, il y en a qui font 800 000 de marge, c'est dans la poche, on fait un virement de sa société à son compte perso et c'est fini, et il n'y a pas toutes les problématiques derrière. De quelle manière vous avez appréhendé votre vente ? La vente de Nabab, la franchise. Alors moi j'ai créé plusieurs filiales, plusieurs holdings, et donc des holdings en Suisse, des holdings au Luxembourg, des holdings en Allemagne, c'est des cascades d'holdings qui ont coûté de l'argent. Je suis parti résider au Luxembourg 3 ans avant la vente. D'accord, entendu. Et j'y ai pas résidé que parce que je prévoyais la vente, j'y ai résidé parce que j'avais des problèmes avec le fisc en France, comme 50% des entrepreneurs français. Vous aviez déjà des difficultés en amont de la session ? Moi, j'ai eu mon premier redressement fiscal, j'avais 22 ans. D'accord, on ne s'est pas entendu, vous savez. C'est ce que je souhaite pas ça aux autres, mais ça veut dire que quand même, voilà. Menottes financières. Voilà, on vous met les menottes financières à 22 ans. Pas parce que j'ai fraudé, j'étais le type le plus honnête au monde, mais parce que le fisc ne connaissait pas le métier du kebab. Vous avez vu le kebab, la viande, elle se consume, elle fond. Il y a 40 à 50% de pertes. Ils ont estimé qu'il y avait 3 à 4%. Donc, redressement, vous avez pris l'argent sur 18 restaurants, parce qu'à 22 ans, j'avais, je crois, 18 restaurants. On peut parler de 10, 12 millions de redressement.
On appelle ça les menottes financières. À partir de là, j'ai appréhendé, j'ai compris le système français. Et donc après, pourtant j'étais honnête et tout ce que je voulais, c'était développer un groupe fier du drapeau français. On va développer Namab dans le monde entier, on est français, c'est ce que je voulais faire. Et donc après, c'est ce que j'avais fait, me semble-t-il. C'est ce que j'ai fait. Et donc après, avant de vendre, j'ai fait des LBO, donc j'ai refinancé le groupe. Ah voilà, ce qui est encore un mécanisme d'optimisation. Voilà, qui est un mécanisme donc, pour qu'il soit toujours endetté. Ce que j'ai appris dans le business vraiment en France, il faut des entreprises en permanence endettées. D'accord ? Quand vous êtes désendetté, bah déjà vous pouvez vous faire voler votre boîte et on part avec une boîte qui vaut de l'argent. Deuxièmement, vous avez que des contrôles et des redressements. Quand ils viennent et que l'entreprise elle est surendettée, il n'y a rien à redresser. Et pas uniquement cela, finalement. Beaucoup de personnes rachètent, on en parlait tout à l'heure en matière de procédure collective, mais beaucoup de personnes rachètent des sociétés avec du passif parce que c'est un moyen également de s'en sortir en matière de fiscalité. Et j'ai jamais apprécié la façon de faire de l'administration fiscale française. J'ai vu que c'était un peu de la loterie. Moi, une fois, vous savez, j'ai eu un redressement à Marseille, 1 million. On l'a baissé d'1 million, d'accord, à, je crois, 2 ou 3 000 euros. Comment peut-on baisser d'1 million à 2 ou 3 000 ? Ou peut-être que votre avocat fiscaliste a bien fait son travail. Il a bien fait son travail. Mais On peut le remercier. Vous imaginez la marge, Ouais. la marge d'erreur au départ du contrôleur fiscal qui vient tenter. Absolument. On voit la stratégie. Sur le dossier que j'ai évoqué tout à l'heure pour la société de BTP, on est parti de 800 000 euros, on a fini à 120 000 euros. Voilà, donc l'écart était important, mais après c'est parce qu'ils viennent relever finalement toute difficulté. De manière, comme lorsqu'on provisionne, ils préfèrent en demander beaucoup trop, Voilà. et après revoir à la baisse, plutôt qu'en demander pas assez. Voilà la politique. Mais vous savez que le recul met. Alors qu'en réalité, ils vont mettre à mal un entrepreneur qui finalement produit en France, a des salariés. Donc c'est pas une politique qui est bonne non plus, je vous le rejoins. Mais avec le recul, c'est dingue ce que je vais dire. Il y a des gens qui vont dire oui, mais tu critiques la France, mais tu as gagné ton argent en France. Alors non, la France t'a donné ton argent, la France ne donne à personne. Non. Si quelqu'un est au RSA, il restera au RSA. Si quelqu'un ne bosse pas, il bosse pas. Si quelqu'un La bosse, il France bosse. permet de créer. La France permet de créer comme tous les pays permettent de créer. D'accord ? Ça, faut vraiment le savoir. Et donc, le regret que j'ai eu avec le temps, je me dis, mais à quoi ça sert tout ça ? Quand je suis allé au Luxembourg, j'ai eu un contrôle. C'est eux qui m'ont redonné de l'argent. Je me suis retrouvé face à une administration fiscale juste. C'est ce que j'ai aimé dans ce pays. C'est pour ça que j'ai créé des startups dans ce pays. Et quand après, vous allez à Dubaï, c'est encore pire. C'est votre argent. Et vous vous retrouvez dans un écosystème. Vous vous dites, mais merde, c'est un truc de dingue. Je bosse pour moi. Là, j'ai gagné 1 million. Bah, c'est pour moi. Je prends mon million, je vais m'acheter ma Lamborghini, je vais m'acheter mon appartement, c'est pour moi. Je gagne 10 millions, c'est pour moi. Et en fait, à un moment, on prend de la hauteur, on se met à réfléchir, on se dit, attends mince, on est quand même dans un pays où mon argent, c'est pour moi, donc ma sueur, je transpire pour moi et pas pour les autres. Bah, j'ai plus de sécurité que dans les pays où on prend 70% d'impôts. J'ai plus de sécurité, tout va bien. Je paye une mutuelle, parce que les gens ne le savent pas, mais dans ces pays-là, il y a aussi des mutuelles qu'on paye à titre privé. Vous avez la médecine gratuite, hein. Il y a de la sécurité, on ne peut pas me voler mon appartement, on ne peut pas me voler mes biens. Et en fait, on se retrouve on se dit on est dans un système juste. Enfin, quelqu'un comme moi, j'estime qu'on est dans un système juste. Parce que le système, la politique, le système au niveau de l'administration ne coûte pas cher, puisqu'il est rigoureux et il n'y a pas de laxisme. Vous savez, il y a un moment donné, quand vous mettez une pancarte dans un pays, vous dites si vous volez quelque chose, c'est 10 ans de prison. Vous savez ce qui se passe ? Les gens ne veulent plus. Oui. Il n'y a plus besoin de juge, il n'y a plus besoin d'avocat. Moi, je pense que la fiscalité, oui. L'optimisation, oui également, mais surtout tâcher de légiférer dans un sens où on viendrait tout de même donner aux chefs d'entreprise une plus grande appétence à aller chercher plus de profit en l'allégeant sur la fiscalité qui va être impactée sur sa société ou autant à titre personnel. Vous savez, à un moment donné, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je me suis retrouvé chez des restaurants, ils ferment à 22h. Je dis pourquoi vous fermez à 22h ? De toute façon, si on travaille plus, on donne tout aux impôts. Ouais. Je ne veux pas dépasser ma tranche. Tout à fait. Et à un moment donné... Après, c'est une politique. Hein. C'est une politique, c'est comme un salarié. Les heures sup, ils sont taxés. Mais pourquoi ? Si quelqu'un a envie de travailler 90 heures par semaine, il a envie de gagner de l'argent. On a l'impression que tout est fait pour que les Ça personnes me fait puissent penser pas s'enrichir. à ce dont on parlait pour le boulanger qui a ouvert le jour férié, alors que maintenant ils veulent faire travailler deux jours fériés. Bon ça c'est des prises de position politiques en soi. C'est vrai qu'en France, on donne pas, j'ai l'impression qu'on donne pas l'envie de travailler. Ou du moins lorsque certains se donnent corps et âme à leur travail, ils se sentent pas être dans une situation qui est viable dans la mesure où derrière ils sont trop impactés par l'URSSAF, par l'imposition qui en découle. Donc j'ai envie de dire, pour finir cette vidéo qui est extrêmement enrichissante, vivez dans le pays qui répond à vos ambitions. C'est très important. Moi je me rappellerai toute ma vie, une fois j'ai pris un avion, il y avait 2 frères. Un qui était fatigué, qui voulait pas bosser, il me dit moi je m'installe en France. Et l'autre qui était très ambitieux, il me dit moi je m'installe en Angleterre. Parce qu'il y en a un qui m'a dit je veux vivre d'un système, je veux vivre du système. Et l'autre, je veux travailler dur parce que je veux devenir multimillionnaire. Et ça a convenu aux deux ? Ça a convenu aux deux. Donc choisissez
votre activité, mais choisissez aussi l'endroit où vous voulez vous installer. Il y a des personnes qui ont envie de gagner un max de pognon, c'est tout à leur honneur, hein, vous avez le droit. Et il y a des personnes qui veulent peut-être une autre qualité de vie et qui sont moins ambitieuses, et pour qui certains pays sont... Et actuellement, vous êtes rattaché, Hakim, à un pays en particulier? Moi, je suis entre Dubaï, Luxembourg et Genève. Voilà. D'accord. Je passe un mois par an en été en Côte d'Azur, parce que j'adore la France, et je passe On est ravis de vous recevoir. un mois en hiver à Paris. C'est le plus beau pays du monde, j'adore la France, j'aime les Français, moi je me sens très patriote. Par contre, je trouve que le système n'est pas juste. Je trouve que, vous savez, j'ai visité 120 pays, j'ai travaillé dans plus de 40 pays, je trouve que le système est beaucoup plus juste dans d'autres pays. Moi, si vous voulez, j'ai été... Et comment vous expliquez que les entrepreneurs, ou du moins, ou peu importe, ou le particulier, ils y reviennent toujours? Toutes les personnes qui se sont expatriées reviennent en France, Hakim. Alors pas tous, hein. Non? Ceux qui ont échoué reviennent. Ah d'accord. Ceux qui ont réussi ailleurs, je peux vous assurer qu'un expat français qui a réussi à Dubaï ne reviendra jamais. Après, Il reviendra pour les vacances. Voilà, Mais il n'ira pas implanter sa société, ou du moins une filiale en France. Il y a un ami qui a réussi, par exemple, Vous connaissez beaucoup d'entrepreneurs finalement qui sont à la limite du dégoût par rapport au régime qui est instauré en matière de fiscalité en France. Moi, les entrepreneurs les plus brillants que je connais aujourd'hui, ils sont tous à l'étranger. Là encore, bon, je citerai pas le nom, mais un ami qui construit des maisons en Indonésie, qui a fait un carton plein, il a quitté la France, il avait 30 000 euros. D'accord, il a constitué une fortune de 50 millions d'euros en Asie. Et il me dit, moi, jamais je reviendrai en France. Je suis entre l'Asie, le Maroc et Dubaï. Enfin, les gens, non, il y en a qui ont réussi à l'étranger. Vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai vu. Et d'ailleurs, la jeunesse française ambitieuse est toute à Dubaï. Ceux qui sont dans le digital sont à Je le vois Dubaï. de plus en plus. Savez, J'ai dû faire 30 dossiers d'exit tax pour Dubaï l'année dernière. Hein. J'étais au Carlton il y a quelques jours, un jeune homme de 26 ans, fortune 30 millions d'euros à Dubaï. L'ambitieux qui crée des sas et tout, il n'y a aucun intérêt de le faire en France. Ils sont à Dubaï. Moi, si vous voulez, pourquoi je ne suis pas d'accord avec le système? C'est mon point de vue. J'ai été élevé par un père qui était très dur. Il avait la valeur du travail. Je sais pas ce que c'est les APL, le RS, je sais pas ce que c'est. Pourquoi je sais pas ce que c'est? C'est pas que j'en ai jamais eu besoin. Mon père me disait, tu veux gagner de l'argent, faut travailler. D'accord? Tu n'as pas à profiter du système, faut travailler. La méritocratie. La méritocratie. Moi, une fois, vous savez, j'ai été convoqué à l'administration fiscale. Il me dit, la personne contrôleur me dit, Monsieur Benotman, mais vous avez vu tout ce qu'on redonne? Il faut payer pour redistribuer. Ouais. Mais je dis, moi, vous m'avez rien donné. J'ai pas besoin de vous pour manger. Mon père m'a appris à me lever à 5h du mat et à travailler jusqu'à minuit. Donc, je travaille dur. J'ai pas besoin de vous. Oui. Vous considérez que ceux qui se donnent finalement, ceux qui se donnent à leur métier ou du moins qui se consacrent pleinement, finalement permettent à ceux qui se laissent aller d'obtenir des aides, etc. J'accepte pas le système où celui qui trime, qui donne de sa santé, de son temps, de son énergie, doit reverser 70% à celui qui ne fout rien. Moi, vous savez, j'ai dans ma famille des personnes qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui vivent mieux que des personnes qui ont travaillé, qui ont acheté des maisons secondaires, etc., en profitant de tout un système, plus un peu d'escroquerie, plus un peu de travail au noir, plus un peu de tout. Et dans des repas de famille qui me disent, écoute, tu travailles dur, du matin au soir, pour nous. Ça, je l'accepte pas. Donc, en face de vous, vous avez des personnes... Ça, vous l'acceptez pas. Bon, après, il y a deux choses. C'est que l'État le permette, oui. Mais également leur vision des choses. Pardonnez-moi, hein, mais c'est leur vision des choses qui n'est pas acceptable non plus. C'est leur vision des choses. Mais l'État ne doit pas le permettre. Donc, en fait, l'entrepreneur aujourd'hui qui travaille dur, qui est honnête, il a d'un côté des personnes qui profitent de son travail indirectement. De l'autre côté, l'administration fiscale qui veut le punir en permanence parce qu'on est... En France, la réalité, c'est qu'on est jaloux de la réussite et du travail des autres. Donc, vous avez des fonctionnaires qui n'ont jamais... pris de risque de leur vie, qui viennent et se permettent de vous prendre les fruits de votre travail. Et donc il y a tout un écosystème que je trouve un peu malsain, et moi je suis pas en adéquation avec ça. Je suis plus en adéquation avec un système où travaille dur et profite de ton argent. Moi, la seule chose qui m'embête là-dedans, parce qu'il est vrai qu'avant, à l'époque de nos parents peut-être, hein, on n'envisageait pas non plus de se délocaliser, ou du moins de s'expatrier pour aller réussir. Ça reste quand même quelque chose qui a été amené par la société capitalistique. Et il y a quand même une notion qui est importante, indépendamment du business, et je pense que vous allez me rejoindre là-dedans, parce que je pense que vous êtes famille, Hakim. L'idée en soi, c'est quand même qu'on quitte nos proches. Il y a le lien de proximité avec la famille est important, le business est important aussi. Mais lorsqu'on fait le choix d'aller s'expatrier parce que la législation fiscale est trop stricte en France, on fait le choix également de quitter nos proches, de quitter le domicile familial, de quitter ce cercle que l'on avait parce qu'on veut se dévouer à notre carrière professionnelle. Mais effectivement, je crois qu'il y a des liens qui sont très étroits, qui sont entretenus avec la famille, qui sont importants aussi. Donc c'est le jeu de la balance. C'est le jeu du sacrifice. Ah oui, ça c'est évident. C'est le jeu du sacrifice. Jusqu'à quel point je suis prêt à me sacrifier dans ma vie pour réussir? Si on me pose cette question à moi, je dirais je suis prêt à tout faire pour réussir.
Parce que quand j'étais enfant, je regarde un bateau de 30 mètres, et ben je le veux. Et si la France, elle me permet pas d'avoir ce bateau de 30 mètres alors que je le veux, bah, je dirais à ma famille, on s'installe à Dubaï, mais je le veux. Parce que je vis qu'une fois et j'ai envie de kiffer. Mais Ouais. ça dépend de chaque personne. Et pour kiffer, j'estime qu'il faut de l'argent. Et plus on en a, plus on kiffe. C'est encore une fois mon point de vue. Absolument. Il y a des personnes qui ont peut-être besoin de 2-3 000 euros pour être heureux dans la vie et bien vivre. Mais comme je dis souvent, il y a des personnes qui existent et des personnes qui vivent. Quand je vois la Bugatti à 2 millions, j'ai pas envie d'être celui qui la nettoie, j'ai envie d'être celui qui la roule. Mais c'est ma personnalité. Ah mais je vous rejoins parfaitement. Mais l'idée en soi, et je considère que cette vision est juste également, c'est le fait que à activité semblable, entre la fiscalité française ou une fiscalité qui serait amoindrie dans un autre pays, effectivement, on s'y retrouvera plus avec celle qui sera moins impactante. Moi, si vous voulez, y a des gens qui sont honnêtes dans le système, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Ce qui m'a beaucoup embêté, et j'estime que tout est fait pour l'escroquerie en France, et qu'il y a un laxisme judiciaire qui est embêtant, et je pense que celui qui investit, en tout cas aujourd'hui, son argent dans cet écosystème, c'est une prise de risque. Il y a longtemps, on a cru qu'investir en France ou dans des pays développés européens, l'argent est en sécurité, et on s'est aperçu avec le temps que c'est pas vrai. Moi, j'ai plein d'amis qui ont vendu des boîtes très chères, qui ont investi, et ils vous disent maintenant avec le recul, au bout de 10 ans, la plus grande erreur que j'ai faite, c'est avoir investi les fruits de mon travail, de la revente de mon entreprise, dans l'écosystème français. Alors qu'on est dans un monde qui est en train de se rediriger vers l'Asie, tout est en train de changer, avec des lois simples. Je veux dire, moi, vous savez, j'ai tellement été un traumatisé fiscal, du fisc, parce que j'ai eu mon premier redressement, je sais pas, à 22-23 ans, que même quand je suis à Dubaï ou avec mes sociétés à Singapour, à Hong Kong, j'ai peur. Alors que tout est clean. Mais en fait, ils ont fait quelque chose en moi qui fait que j'ai peur limite de mon Tout ombre à au fait, niveau vous fiscal. êtes peut-être aussi moins au fait de la législation là-bas. Mais je doute pas du fait que ce soit plus sécurisant de les avoir dans un autre pays que chez nous. Mais il se passe rien. L'argent est à vous. C'est votre entreprise. Faites ce que vous voulez. Vous voulez acheter avec votre entreprise un avion, vous pouvez y aller. C'est votre entreprise. Vous allez travailler pour. Donc voilà les grandes lignes. Mais bon, après, sachez, chacun son point de vue. De toute façon, les personnes qui vont créer des entreprises vont comprendre la fiscalité au fur et à mesure qu'ils créent et qu'ils avancent. Mais quelle est l'autre solution de gagner sa vie à moins de revendre l'entreprise? Y en a-t-il une autre? De bien gagner sa vie. C'est une bonne question, parce que c'est à l'horizon de revente en réalité où on arrive à obtenir une somme qui est importante. Sinon, lorsqu'on est président d'une société ou du moins associé, il est vrai que c'est pas avec les dividendes ou du moins avec les salaires qu'on va s'y retrouver pleinement. Alors, renseignez-vous tous sur la fiscalité de chaque pays avant de vous renseigner même sur l'activité du business que vous voulez développer. C'est très important pour la suite de votre vie, de votre carrière. Un grand merci, Maître Arditi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci à vous, Hakim. C'était un plaisir d'échanger avec vous et en espérant pouvoir réitérer lors de d'autres occasions. C'était un excellent podcast. On en refera un, beaucoup plus long, de 2 heures ensemble. Et en espérant de belles collaborations ensemble. Merci pour votre expertise en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci à tous et bonne journée. Impeccable. Super, Hakim. C'était très bien. Bravo. Très, très bien. On va en refaire, hein, John. Ouais, mais avec plaisir, Hakim.